Pendant des décennies, l'industrie automobile a toujours été fortement influencée par la Chine et les États-Unis. Ces deux pays ont ouvert la voie avec des systèmes de propulsion électrique très avancés, mais aussi avec des moteurs à combustion interne utilisant des carburants fossiles. Pourtant, tout a commencé à changer lorsque le PDG de Toyota, Koji Sato, a présenté un puissant moteur hybride à hydrogène destiné à la prochaine génération de Mirai. En japonais, Mirai signifie futur. Et Toyota veut nous faire croire que cette voiture représente justement ce futur. Ce modèle devrait être lancé dans le monde entier en 2027, avec des technologies capables de rendre même les meilleures voitures chinoises dépassées dès son arrivée. Alors, comment cette voiture fonctionne-t-elle et quelle est l'histoire derrière tout ça? Regardons ensemble la dernière invention de Toyota, celle qui pourrait vraiment faire trembler tous les autres constructeurs automobiles. Quand Koji Sato a annoncé ce moteur hybride à hydrogène qui pourrait équiper la prochaine génération de Mirai, toute l'industrie a été secouée. Toyota se concentre sur le développement de moteurs à combustion interne fonctionnant à l'hydrogène, et ce qui a rendu cette annonce encore plus surprenante, c'est qu'elle est arrivée à un moment où le secteur automobile traverse l'une de ses périodes les plus difficiles. Aujourd'hui, les actions de nombreuses marques automobiles grand public baissent, parce que les règles imposées par les gouvernements deviennent de plus en plus strictes, tandis que le coût des batteries continue de grimper. Les stocks de voitures électriques s'accumulent dans plusieurs régions du monde et les chaînes d'approvisionnement mondiales restent encore très perturbées. Tous ces problèmes menacent la domination mondiale de la Chine dans le domaine des véhicules électriques, pendant que les États-Unis perdent peu à peu leur contrôle dans l'exportation des moteurs à combustion interne. Et c'est au beau milieu de ce chaos que Toyota a présenté son invention la plus récente et la plus ambitieuse. Si les analystes du secteur ont raison, cette technologie pourrait être assez puissante pour inverser la tendance de tout le marché. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela n'est même pas encore la partie la plus inquiétante de cette histoire. Le cœur du moteur hybride à hydrogène de Toyota, c'est l'idée d'offrir une source d'énergie plus durable. Quand on regarde la structure et l'agencement d'une voiture à pile à combustible à hydrogène, en particulier la Toyota Mirai, l'ambition apparaît très clairement. Offrir du confort sans causer de gros dégâts à l'environnement. Les expériences que William Nicholson et Sir Anthony Carlyle ont commencées en laboratoire en 1800 sont aujourd'hui devenues une industrie prometteuse et la nouvelle invention de Toyota pourrait lui permettre de faire un énorme bond en avant. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est le chemin qui a conduit Toyota jusqu'à ce moment précis. Imaginez un moteur qui ne produit que de l'eau comme sous-produit, qui fonctionne avec l'élément le plus abondant de l'univers, qui possède une densité énergétique très élevée et qui roule mieux que la plupart des voitures disponibles sur le marché. Beaucoup de gens pensaient qu'un tel rêve était impossible. Puis, au milieu du XXe siècle, les ingénieurs de la NASA ont choisi l'hydrogène comme carburant pour envoyer les fusées les plus puissantes au-delà de l'atmosphère. À partir de là, l'hydrogène n'a plus été une simple petite note dans l'histoire de la science, mais un véritable rêve technologique. Mais c'est justement à ce moment-là que les choses commencent à devenir compliquées. Utiliser l'hydrogène comme carburant mondial est techniquement possible, mais beaucoup estiment que ce n'est pas vraiment réaliste, parce que construire l'infrastructure nécessaire est extrêmement difficile. À cette époque, la plupart des moteurs fonctionnaient à l'essence, un carburant facile à trouver, facile à stocker et déjà soutenu par tout un réseau de distribution. Puis une crise mondiale a changé la façon dont le monde regardait le problème. Quand les années 1970 ont commencé et que la crise pétrolière a presque fait s'effondrer l'économie mondiale, de nombreux pays dépendants des carburants importés se sont mis à chercher des alternatives. C'est à ce moment-là que beaucoup d'ingénieurs ont développé des prototypes de voitures à hydrogène en s'appuyant sur les idées et les concepts utilisés par la NASA. Beaucoup de jeunes ingénieurs et de visionnaires ont été fascinés par la possibilité de faire de l'hydrogène une source d'énergie potentielle pour toutes sortes de machines. Et franchement, on comprend pourquoi. Comparé à l'essence, l'hydrogène est plus propre, plus efficace, et il pouvait se développer comme une industrie relativement moins dépendante des tensions politiques qui avaient provoqué la crise pétrolière mondiale des années 1970. Pourtant, après environ 20 ans de recherche menée dans le monde entier,
Beaucoup de constructeurs automobiles et d'entreprises d'ingénierie ont commencé à abandonner progressivement cette idée au milieu des années 1990. De grandes marques comme BMW et Mazda ont continué à tester des façons d'utiliser l'hydrogène plus efficacement, mais la plupart des essais n'ont pas donné les résultats espérés. Puis, en 1997, Toyota a surpris le monde entier en produisant la Prius, la première voiture hybride commercialisée à grande échelle. À cette époque, le monde entier se moquait encore de l'idée que les voitures électriques puissent devenir populaires auprès du grand public. Mais Toyota, au contraire, a posé les bases avec un système encore plus complexe, l'hybride. Le système hybride Synergy Drive combinait les avantages du moteur à essence avec la souplesse du moteur électrique, créant une solution capable de réduire les émissions tout en gardant de bonnes performances et une vraie praticité. Même si c'était une énorme avancée pour l'époque, ce n'était toujours pas le véritable objectif que Toyota visait depuis le début. L'objectif de Toyota, c'était de créer un moyen de transport utilisant uniquement l'hydrogène comme carburant. À ce moment-là, la perspective de transformer l'hydrogène en énergie propre mondiale semblait de plus en plus incertaine. Mais le 18 novembre 2002, lors d'un événement impressionnant à Tokyo, Toyota a de nouveau secoué l'industrie automobile en présentant son premier véhicule à pile à combustible, à hydrogène. Ces voitures ne brûlaient pas d'essence, mais transformaient l'hydrogène et l'oxygène en électricité grâce à une pile à combustible. Les gens ont été impressionnés en voyant une machine puissante, sûre et dont les émissions étaient presque uniquement de l'eau. Pourtant, malgré les promesses de cette technologie, il restait encore énormément de questions sur sa vraie possibilité d'utilisation au quotidien. L'infrastructure mondiale pourrait-elle suivre cette nouvelle forme d'énergie? Comment les consommateurs accepteraient-ils un carburant qu'ils ne peuvent pas trouver dans les stations-service classiques? Malgré tout, du début des années 1990 jusqu'à environ 2005, le monde pensait que ce qui allait faire tomber l'essence ne serait pas la voiture électrique, mais l'hydrogène. Plusieurs gouvernements ont investi des milliards de dollars pour aider Toyota à transformer ce rêve en réalité. Alors, qu'est-ce qui pouvait mal tourner? La réponse est simple, beaucoup de choses. Malgré les grands espoirs placés dans un avenir lumineux fondé sur l'énergie propre, Toyota et les autres constructeurs ayant investi dans la technologie des piles à combustible à hydrogène se sont rapidement heurtés à un mur énorme. En théorie, l'hydrogène était un carburant presque miraculeux, assez puissant pour propulser des navettes spatiales et des fusées. Mais stocker et produire de l'hydrogène à une échelle durable était presque un cauchemar économique et opérationnel. Plus important encore, ces problèmes continuent encore aujourd'hui de hanter l'industrie. Et avant que Toyota ne présente sa nouvelle invention, il représentait toujours le plus gros obstacle. Le problème le plus grave à l'époque, c'était l'infrastructure. Le PDG de Toyota de cette période n'avait peut-être pas totalement anticipé que fabriquer un moteur à hydrogène pouvait être relativement faisable. Mais construire un système mondial capable de maintenir ces voitures en circulation était une toute autre affaire. Contrairement à l'essence ou à l'électricité, qui disposent déjà de systèmes relativement abordables et présents dans la plupart des pays, l'hydrogène nécessite une nouvelle forme d'infrastructure qu'aucune entreprise n'a encore réussi à bâtir à l'échelle mondiale. On parle ici de pipelines à haute pression, de systèmes de stockage spécialisés et de stations de ravitaillement capables de manipuler l'hydrogène de la manière la plus sûre possible. La raison, c'est que l'hydrogène pur, pendant sa préparation, est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus coûteux que l'essence. Ces technologies ne pouvaient pas apparaître du jour au lendemain, et Toyota l'a appris d'une façon qui n'a vraiment pas été facile. Dans des endroits comme Tokyo et la Californie, les premières stations à hydrogène ont été exploitées pour permettre le ravitaillement et l'entretien des voitures, mais leur coût de maintenance était si élevé que la plupart dépendaient des subventions publiques. Pire encore, même là où ces stations existaient, elles fermaient souvent. Alors que la plupart des stations-service sont à quelques minutes des conducteurs, la station à hydrogène la plus proche pouvait parfois se trouver à des centaines de miles. Résultat, l'angoisse liée à l'autonomie, que beaucoup croyaient propre aux voitures électriques, n'a pas vraiment été réglée par le système à hydrogène de Toyota comme on l'avait promis. Elle a simplement été reconditionnée sous une autre forme. Et même aujourd'hui, ce problème existe encore. La principale raison pour laquelle Toyota a mis autant de temps à trouver une solution se trouve dans la manière dont l'hydrogène est produit. Aujourd'hui,
La majeure partie de l'hydrogène carburant est fabriquée grâce à une méthode courante, appelée reformage du méthane à la vapeur. Ce procédé sépare le gaz naturel en hydrogène et en dioxyde de carbone. Le problème, c'est que même si le produit final est présenté comme une source d'énergie propre, sa fabrication provoque une pollution importante. Cette pollution liée au processus de production a placé Toyota face à une question gênante. L'hydrogène est-il vraiment une énergie propre? Ou bien seulement un bel emballage qui cache davantage de pollution derrière lui? Toyota s'est retrouvé coincé entre deux choix difficiles. Une autre méthode pour produire de l'hydrogène est l'électrolyse, qui peut utiliser des énergies renouvelables, mais qui coûte beaucoup plus cher que les méthodes plus polluantes. Cela a mené à un problème encore plus grand que Toyota devait résoudre ces 6 dernières années. Comme l'hydrogène est la plus petite molécule de l'univers, il est extrêmement difficile à stocker. Pour exister comme carburant, l'hydrogène doit être comprimé à très haute pression, parfois au-delà de 700 bars. Dans certains cas, l'hydrogène doit être refroidi sous forme liquide à des températures extrêmement basses pour être stocké en toute sécurité dans une voiture. Pour éviter une catastrophe, les réservoirs doivent être fabriqués en fibres de carbone renforcées et subir des centaines de tests dans des laboratoires avancés. Grâce à ces procédures de contrôle très strictes, les explosions restent extrêmement rares et généralement maîtrisées. Mais de grandes catastrophes célèbres du passé, comme celle du Hindenburg, ont rendu difficile l'acceptation de l'hydrogène comme carburant ordinaire par le grand public. Ironiquement, à certains égards, l'hydrogène est même plus sûr que l'essence, parce qu'il se disperse plus vite à l'air libre. Mais pour une entreprise qui doit faire du profit, la perception du public est une question de survie. Quand les gens ont peur, les entreprises ne peuvent pas faire grand-chose. Le dernier grand défi concerne l'économie des moteurs à hydrogène. C'est aussi la raison pour laquelle Tesla a rapidement dépassé Toyota dans le monde entier avec des voitures moins chères, plus faciles à entretenir et utilisant une énergie déjà largement disponible. Les voitures à hydrogène, elles, restaient chères et peu disponibles. C'est pourquoi le véhicule à pile à combustible présenté par Toyota en 2002 n'a pu être commercialisé que en 2014. Alors, quel modèle a été développé pendant tout ce temps? Et comment a-t-il mené à l'invention la plus récente d'aujourd'hui? Vers la fin de 2014, l'industrie des véhicules à pile à combustible à hydrogène était considérée comme dépassée, et très peu de nouveaux modèles apparaissaient. À l'inverse, le monde entier s'enthousiasmait pour les derniers produits de Tesla sur le marché des voitures électriques. Mais Toyota a de nouveau surpris tout le monde lors d'une conférence de presse à Tokyo en dévoilant la première génération de Toyota Mira, une voiture fonctionnant grâce à la technologie de l'hydrogène. C'était un véhicule hybride à pile à combustible à hydrogène, et Toyota a promis de le mettre sur le marché avant la fin de l'année. Toyota a tenu sa promesse en lançant la Mirai avant la fin décembre. Et en septembre 2015, le plan d'expansion hors du Japon a officiellement commencé. Toyota a ciblé certains marchés précis aux États-Unis et en Europe. La marque pensait qu'il existait là-bas une clientèle prête à tester et à investir dans une nouvelle technologie, même avec un prix d'achat plus élevé. Aux États-Unis, Toyota a choisi la Californie, un État qui investissait activement dans les technologies durables. Le modèle est apparu dans plusieurs zones de Los Angeles et de San Francisco, et certaines célébrités l'ont même utilisé. Le 21 octobre, Toyota a organisé un événement avec des acteurs célèbres comme Michael J. Fox et Christopher Lloyd pour célébrer l'arrivée de la Mirai de 2014. Selon FanBuzz, Arnold Schwarzenegger a ensuite lui aussi participé avec le modèle de 2016 dans le cadre du projet Hydrogen Highway, qu'il avait lancé lorsqu'il était gouverneur de Californie. Grâce à la présence de nombreuses célébrités, posséder une voiture à hydrogène est soudain devenu quelque chose de stylé et de presque réaliste. Sur d'autres marchés comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, Toyota a associé son image aux initiatives d'énergie propre en cours. Même si beaucoup d'utilisateurs se plaignaient du manque de stations à hydrogène et du prix encore élevé des voitures, Toyota a essayé de répondre à la demande avec un système d'assistance client en développement et plutôt flexible. Cela a suffi pour permettre à la Toyota Mira d'être vendue dans plusieurs pays en 2017, d'accumuler des centaines de milliers de miles sur la route et de recevoir de nombreuses récompenses, ainsi que des avis positifs. Mais Toyota semblait déjà préparer une annonce encore plus intéressante. Après avoir entendu de nombreuses plaintes d'utilisateurs sur les contraintes du carburant hydrogène,
Toyota a commencé à poser les bases d'une technologie encore plus innovante. Pendant que les autres constructeurs se concentraient sur l'amélioration de l'autonomie des batteries et du temps de recharge, Toyota voulait créer quelque chose qui combine les avantages de l'hydrogène avec la flexibilité qui a fait la réputation des voitures électriques. Tesla. Contrairement à la Prius de 1997, la dernière invention de Toyota devrait poser les bases d'un groupe motopropulseur combinant les meilleurs atouts d'un moteur à combustion à hydrogène et d'un système de propulsion électrique. Le développement a commencé dans les centres de recherche et développement de Toyota au Japon. Les ingénieurs se sont appuyés sur plusieurs faiblesses de la Mirai et sur les leçons difficiles tirées de la Corolla expérimentale à combustion hydrogène pour donner forme à cette nouvelle invention. Ils ont appliqué toute cette expérience à leur architecture la plus récente et la plus ambitieuse, en créant un système qui utilise l'hydrogène comme prolongateur d'autonomie pour la propulsion électrique. Lorsque ce système hybride adaptatif fonctionne, la voiture peut toujours rester utile même sans accès à l'hydrogène, tout en stockant de l'énergie supplémentaire dans la batterie grâce au freinage régénératif. Ce système fonctionne particulièrement bien avec le moteur à hydrogène sur autoroute et lors des longs trajets, en fournissant directement de l'énergie et en rechargeant la batterie pendant que la voiture roule. Mais dans les villes denses, où les vitesses sont plus faibles, la voiture peut rouler silencieusement grâce à l'électricité produite par le système à hydrogène. Au départ, Toyota voulait intégrer cette technologie à la deuxième génération de Mirai, prévue pour le début de 2020. Cependant, comme la marque voulait d'abord améliorer l'infrastructure nécessaire à ce système perfectionné, elle a décidé de se concentrer sur l'amélioration du système de piles à combustible existant plutôt que de tout changer d'un coup. En partant de la base de la première génération de Mirai, Toyota a fait en sorte que le modèle 2020 dépasse largement son prédécesseur, avec plus de 400 miles d'autonomie après un plein. Plus tard, Toyota a même battu un record avec une Mirai ayant parcouru plus de 1000 miles, ce qui était vraiment impressionnant. La Mirai 2020 coûtait aussi moins cher à produire et était vendue à un prix plus abordable que les versions 2014 et 2016. Les autres constructeurs ont commencé à y prêter attention. Hyundai a lancé le Nexo et Honda a développé la Clarity Fuel Cell. À ce moment-là, Toyota avait déjà parcouru un long chemin dans le domaine des voitures à hydrogène et posé les bases importantes de sa prochaine invention. À la fin de 2021, Toyota a commencé à développer la prochaine génération de Mirai, avec un objectif de lancement en 2026. Cette voiture devrait être équipée d'un nouveau système hybride que l'industrie n'a encore jamais vu. Ce moteur servirait à faire fonctionner un nouveau type de batterie. Et Toyota avait besoin de quelques années supplémentaires pour la finaliser. Alors, comment Toyota compte-t-elle y parvenir? Tout simplement en entrant elle-même sur le marché des voitures électriques. Jusque-là, Toyota était surtout connue pour ses modèles hybrides comme la Prius originale et pour ses systèmes à hydrogène comme la Mirai. Désormais, Toyota se lance dans le marché électrique avec un SUV à venir, ce qui a fait croire à beaucoup de gens que la marque abandonnait son identité de constructeur de voitures à pile à combustible à hydrogène. Mais la vérité est tout autre. Si Toyota s'est intéressée au marché des voitures électriques, ce n'est pas parce qu'elle abandonnait son invention, mais parce qu'elle voulait apprendre à exploiter le potentiel des systèmes de propulsion électrique de la façon la plus efficace possible grâce à ces véhicules. Toyota voulait utiliser l'expérience réelle pour comprendre comment intégrer les systèmes à batterie dans la nouvelle technologie prévue pour 2026. C'est pourquoi, à la fin de 2021, Toyota a présenté son premier véhicule entièrement électrique à batterie, le BZ4X. Ce modèle a été développé sur la plateforme Itenja avec l'aide de Subaru, un autre partenaire technologique. La voiture utilise la technologie Steer-by-Wire, dispose d'une version à transmission intégrale et développe plus de 200 chevaux. La version à transmission intégrale était environ 5% plus puissante. La première batterie testée par Toyota avait une capacité de 71 kWh avec une autonomie de plus de 300 miles. Bien sûr, ce chiffre était inférieur à ce que la Mirai pouvait offrir, mais en matière de praticité, c'était une option plus accessible. L'industrie attendait de voir ce que le BZ4X pouvait encore montrer, mais c'est justement là que les problèmes ont commencé à apparaître. L'une des plus grandes plaintes des utilisateurs concernait la lenteur de la recharge. Les meilleurs modèles de Tesla pouvaient terminer leur recharge en moins de la moitié du temps nécessaire à Toyota. Pour résoudre cela,
Toyota a continué à lancer de nouveaux modèles, à commencer par la BZ3 en 2023. La BZ3 était une berline spéciale lancée en Chine pour la recherche et les essais, avec l'aide de BREC-D. La raison pour laquelle la BZ3 a attiré l'attention, c'est qu'elle utilisait une batterie différente des batteries classiques. Cette batterie se rechargeait plus vite et reposait sur une technologie avancée au phosphate de fer lithium. Son autonomie était presque identique à celle du BZ4X, mais grâce à une meilleure vitesse de recharge et à une durée de vie plus longue de la batterie, Toyota a rapidement obtenu une position plus solide en Chine. En 2024, Toyota a franchi une nouvelle étape avec une nouvelle gamme de voitures électriques utilisant de meilleures batteries. Cette technologie se rapprochait de ce que Toyota imaginait pour les modèles Mirai de 2026 et 2027. Il s'agit de la batterie à l'état solide. Avant l'annonce de Toyota au début de l'année précédente, peu de gens savaient que l'entreprise développait ce type de stockage d'énergie. Lors de cette présentation, le président directeur général Koji Sato a confirmé que l'entreprise lancerait cette batterie en 2027 et qu'elle ferait partie d'un nouveau groupe motopropulseur qui n'avait pas encore été entièrement dévoilé. Sato a aussi confirmé que Toyota n'abandonnait pas les batteries lithium-ion, mais qu'elle travaillait sur une version plus efficace. Cette batterie serait capable d'offrir une autonomie de 600 miles et de se recharger beaucoup plus vite que n'importe quelle technologie existante en 2024. À ce stade, Toyota semblait avoir une base de batterie suffisamment solide pour son nouveau système, tout en pouvant se concentrer sur la production de voitures électriques plus abordables afin de maintenir sa présence sur le marché jusqu'à la présentation de son invention révolutionnaire prévue pour le début de 2025. Le premier résultat a été le concept BZ Compact SUV, un modèle qui a à la fois enthousiasmé et déçu beaucoup de monde. Les fonctionnalités promises par Koji Sato pour le futur modèle étaient très séduisantes. Mais ce qui a déçu, c'est que l'entreprise n'aime pas montrer un prototype capable de prouver les vraies capacités de cette voiture électrique. Tout ce qui a été présenté pendant l'événement se résumait à des diapositives et à des images de synthèse. Pour maintenir l'attention, Toyota a également présenté une autre voiture électrique sous la marque GR, en promettant qu'il s'agirait d'une voiture de sport, mais sans donner de détails précis. Même si Toyota a fait beaucoup de grandes promesses et créé de l'attente chez les passionnés d'automobile, de nombreux critiques et évaluateurs estimaient que Tesla était audacieuse et agressive, tandis que Toyota était trop prudente et avait souvent tendance à suivre le mouvement plutôt qu'à mener une vraie révolution. Par la suite, Sato a répondu à ces critiques en promettant d'accélérer sa feuille de route électrique de Toyota. C'était la troisième fois que ce PDG faisait allusion à l'invention à venir en cours de développement au sein de l'entreprise. Et à partir de là, beaucoup ont commencé à comprendre que Toyota préparait clairement quelque chose de beaucoup plus grand. La raison pour laquelle Toyota n'a pas agi de manière aussi agressive que les utilisateurs l'auraient voulu n'est pas qu'elle avait peur du risque, mais que pour Toyota, la voiture électrique n'était qu'un moyen d'atteindre son objectif final. Ce que Koji Sato imaginait était bien plus grand que ce que la majorité du public pensait. Et l'industrie automobile, comme le reste du monde, allait bientôt assister à une énorme surprise. En matière de performance et de capacité de conduite, ce nouveau système serait doté de fonctionnalités si puissantes que même les passionnés d'automobile ne pourraient les imaginer que dans leurs rêves. Sato a confirmé que le modèle utiliserait un moteur à combustion interne 3 cylindres d'1,4 litre. Ce moteur est conçu pour être compatible avec l'hydrogène, les carburants mélangés au méthanol, les carburants synthétiques, les carburants électriques et même l'essence sans plomb classique. À lui seul, ce moteur devrait produire au moins 90 chevaux à environ 4000 tours par minute. Lorsqu'il est associé à un assistance à 2 moteurs de 75 kW à l'avant et à l'arrière, l'ensemble du système hybride devrait atteindre près de 200 chevaux. Le système utilise aussi un vilebrequin équilibré à 3 points et des supports d'amortissement liquide pour réduire le bruit et les vibrations. Mais tout ne s'arrête pas là. Le moteur qui devrait équiper la Mirai 2026 serait associé à la nouvelle plateforme Dynamic Force de 2,5 litres dans la gamme Toyota, avec un rendement thermique de 49%, un chiffre bien supérieur à la plupart des produits de série disponibles sur le marché. Ce moteur utilise un bloc en composite céramique léger et des chemises de piston recouvertes de graphène, tandis que l'ensemble du système hybride est 35% plus compact et 20% plus léger que le système hybride de la Prius.
Ce système devrait fonctionner avec un cycle de combustion en 3 étapes, plus compact et plus sophistiqué. La première étape ressemble au cycle Atkinson, avec un démarrage de combustion ultra pauvre et un allumage stratifié. La deuxième étape est un mode de combustion pauvre homogène, fonctionnant grâce au contrôle du calage variable des soupapes et à une double injection de carburant. La troisième étape est un mode à forte charge et à forte puissance, dans lequel le moteur passe à un état proche du cycle Miller, combiné à un refroidissement par injection d'eau et à une assistance par turbo électrique. Ce système en 3 étapes n'est qu'un des 3 protocoles de conduite qui changent selon le choix de l'utilisateur. Le moteur peut fonctionner comme un moteur à essence, comme un système hybride, ou presque comme une voiture électrique lorsqu'il dépend fortement de la grande batterie placée sous le plancher. Selon les conditions réelles et les préférences personnelles, l'utilisateur peut choisir le mode de conduite le plus adapté. Si vous êtes dans une région où il est impossible de trouver de l'hydrogène, vous pouvez utiliser seulement de l'essence. Si vous avez de l'essence, mais qu'il reste aussi de l'hydrogène dans un réservoir séparé, les deux peuvent être utilisés ensemble pour faire fonctionner le moteur comme un système hybride et obtenir l'autonomie maximale. Si vous êtes près d'une station à hydrogène, la voiture peut fonctionner normalement uniquement avec de l'hydrogène. Autrement dit, ce sera un moteur capable de combiner combustion à essence, hybride et pile à combustible à hydrogène selon les besoins du conducteur. Parmi les 3 modes, le mode hybride semble le plus prometteur. Dans ce mode, le moteur électrique gère entièrement les déplacements à basse vitesse, ce qui permet au moteur thermique de rester arrêté plus de 75% du temps. L'ensemble du système fournit un couple instantané grâce à un bloc de condensateur unique utilisant une technologie à l'état solide. Grâce à cela, la Mirai n'a pas besoin de défendre excessivement de sa prix dans la plupart des modes de conduite. Parmi les autres fonctionnalités, on trouve un système de contrôle hybride prédictif basé sur l'intelligence artificielle, capable d'apprendre les habitudes de conduite et l'environnement autour du véhicule. La voiture possède aussi des composants recyclables et une conception modulaire afin de réduire les coûts de réparation et d'augmenter les possibilités de réutilisation. Même lorsqu'elle dépend de l'essence, son système de réduction des émissions utilise une recirculation des gaz de échappement à double boucle et un filtre à particules pour atteindre un niveau d'émission presque nul. Quand on regarde tout cela, on a l'impression que Toyota mise énormément sur sa stratégie. Rien que les caractéristiques sur le papier semblent presque trop belles pour être vraies. Mais la vérité historique derrière tout ça est encore plus intéressante que tout ce qui vient d'être expliqué. Ce qu'il faut noter, c'est que des recherches crédibles sur les moteurs à hydrogène existent déjà depuis le 19e siècle, grâce à des personnages comme François-Isaac de Rivaz et Christian Friedrich Schönbein. Les affirmations selon lesquelles un moteur hybride à eau fonctionnel aurait existé bien avant les années 1990 peuvent sembler incroyables. Si c'est vrai, une grande question se pose immédiatement. Pourquoi, après autant d'années de recherche et de développement, cette technologie ne s'est-elle jamais démocratisée? Malheureusement, la réponse se trouve dans une histoire tragique et douloureuse que de nombreux groupes dans et en dehors de l'industrie automobile continuent encore de raconter aujourd'hui. Stanley Meyer, né au début des années 1940 et ingénieur dans l'Ohio, était un homme profondément passionné par la science et la mécanique. À un moment donné dans les années 1980, il a affirmé avoir créé une voiture fonctionnant uniquement à l'eau, ce qui a choqué le monde entier. Comme on pouvait s'y attendre, cette affirmation a fait de lui une cible de moquerie dans la communauté scientifique de l'époque. Mais en 1984, Stanley a expliqué le fonctionnement de son système et a voulu montrer au monde que ce n'était pas une simple plaisanterie. Il appelait le moteur qu'il développait Water Fuel Cell, c'est-à-dire pile à combustible à eau. Selon ses explications, ce système pouvait utiliser l'hydrogène séparé de l'eau comme carburant, tandis que l'électricité provenait d'un bloc de batterie bon marché et facile à recharger. Il a même affirmé que sa voiture pouvait traverser les États-Unis avec un peu plus de 20 gallons d'eau. En 1985, lui et les principaux ingénieurs travaillant avec lui ont commencé à déposer des brevets pour protéger cette invention. Ils pensaient que ce que Stanley avait créé était si puissant que cela pouvait, en quelques années, mettre fin à plusieurs industries valant des milliards de dollars. Ils estimaient donc que le droit de fabriquer cette machine devait appartenir uniquement à Stanley et à son équipe.
En 1990, Stanley a terminé son moteur et l'a installé dans un buggy qu'il appelait sa voiture fonctionnant à l'eau. Il conduisait cette voiture autour de Grove City, un quartier connu de l'Ohio où il vivait. Les chaînes de télévision locales sont venues le filmer. Et même un groupe d'investisseurs belges est venu discuter de la possibilité de produire davantage de moteurs avec des conditions attrayantes. Mais au milieu de l'attention et de la célébrité, des choses encore plus étranges ont commencé à se produire. Le moteur de Stanley avait un énorme potentiel, mais aucun grand constructeur automobile ne s'est avancé pour le soutenir. Pire encore, une rumeur disait que Stanley avait reçu une proposition d'1 milliard de dollars de la part de compagnies pétrolières pour arrêter son travail. Le problème, c'est que Stanley était un homme très solide et têtu. Même s'il aurait reçu une offre d'argent gigantesque, bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer, il aurait refusé de s'arrêter. Puis la tragédie est arrivée. Le 20 mars 1998, Stanley dînait avec son frère Steven et 2 investisseurs belges dans un restaurant de Grove City. Après avoir bu une gorgée de jus de cranberry, Stanley s'est soudain levé avec un air mal à l'aise. Quelques secondes plus tard, il a attrapé sa gorge et a couru hors du restaurant sans dire un mot. Steven l'a suivi pour voir ce qui se passait, mais il a seulement trouvé son frère effondré sur le sol du parking. Stanley est mort avant l'arrivée des secours. Après plusieurs heures d'enquête, le médecin légiste du comté de Franklin a conclu qu'il était mort d'une rupture d'anévrisme cérébral. Pourtant, son frère Steven et plusieurs autres personnes pensaient qu'il avait été empoisonné. Après sa mort, personne n'a jamais réussi à reproduire complètement la machine qu'il affirmait avoir créée. Ce qui est étrange, c'est que les brevets de Stanley étaient publics depuis longtemps, mais aucune grande entreprise n'a réussi à fabriquer une version prouvant qu'elle fonctionnait vraiment comme il le disait. Encore plus étrange, personne ne sait exactement quand le buggy à eau de Stanley Meyer a été exposé, publiquement pour la dernière fois. Après sa mort en 1998, la voiture a été prise dans des litiges juridiques et n'est plus jamais réapparue devant le public. Aujourd'hui encore, on ne sait pas clairement où se trouve cette voiture ni qui la possède. Même si l'on met de côté cette histoire tragique, les moteurs à hydrogène ont encore plusieurs problèmes qui ne sont pas totalement résolus, comme on l'a déjà dit. Bien sûr, quand une annonce comme celle-ci arrive, beaucoup de gens s'attendent à ce que ces problèmes soient en train d'être réglés pendant que la machine est encore au stade de prototype. Certains peuvent douter de la réalité de cette histoire de moteur à eau. Mais une chose est sûre, si le prochain moteur hybride de Toyota fonctionne comme promis, il changera pour toujours l'industrie automobile telle que nous la connaissons. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le dernier moteur de Toyota va vraiment dominer l'industrie automobile comme le prétend son PDG? Ou est-ce qu'il finira par être oublié, comme beaucoup le prévoient? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.